Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul où je vous montre toutes mes réceptions, achats, etc. de l'été, donc juillet et août. On commence sans plus tarder parce que j'en ai pas mal à vous montrer quand même. En tout premier, j'ai reçu dans le cadre d'un concours le tome 1 de la trilogie Alma. Donc celui-ci s'intitule Le vent se lève, c'est écrit par Timothée de Fontbelle et c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Vous en avez peut-être entendu parler parce que il a fait quand même pas mal de bruit quand il est sorti. On suit en fait l'histoire d'Alma qui est une jeune africaine et en fait cette histoire, alors j'ai pas voulu trop non plus être spoilée, mais retrace plus ou moins l'histoire de l'esclavage. Donc on est sur un roman jeunesse. Après j'ai vu beaucoup d'adultes le lire et apprécier malgré tout, donc on va voir. Vous savez que je ne suis pas fermée au roman jeunesse. Parfois je trouve que ça fait du bien de se replonger un peu dans des bouquins comme ça, qui sont pas forcément trop prises de tête, mais qui en même temps parfois sont très très bien écrits et parfois dans un style littéraire où on peut se dire punaise, des enfants lisent ça. Et oui, des enfants peuvent lire ça tout à fait. Alors celui-là, il a quelques petites illustrations, mais elles sont franchement relativement rares, mais parfois voilà, vous avez des petits dessins à l'intérieur. Et puis je suis contente parce que j'ai eu droit à une petite dédicace, donc ça fait plaisir. Je vous en avais parlé, il me semble, dans mon dernier bilan de lecture de ce manga-là, mais j'ai acheté la suite et la fin de la saga, donc Terrarium, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Alors ça se voit pas forcément parce qu'ils sont dans un état excellent, mais c'est de l'occasion. Je vais pas trop rentrer dans les détails, je vous mets de toute façon dans le coin le lien vers la vidéo où je parle du tome 1. C'était bien, mais en même temps c'était pas la folie, c'était sans plus. Mais je sais pas pourquoi, parce que maintenant que quelques semaines sont passées, je suis un peu moins chaude on va dire. Mais je m'étais dit pourquoi pas lire la suite malgré tout, parce que je me disais c'est un tome 1 certes très lent, mais c'est une introduction, donc peut-être qu'après ça va être plus intéressant encore. Et en même temps, entre temps j'ai vu des chroniques et je me suis dit bon, on verra, ça sera peut-être pas le cas, mais bon. Mais c'est en gros du post-apo SF où en fait les humains sont quasiment décimés, ils vivent, alors j'ai oublié le nom déjà, mais dans une sorte d'arche en quelque sorte, sauf que l'arche elle-même est en train en fait de s'effondrer puisqu'en fait leur ressource d'énergie est en train de s'épuiser et donc bon, on a cette petite qui part avec son frère qui essaye de trouver en gros des sortes de noyaux que l'on trouve dans les robots qui permettent d'alimenter en gros l'arche et en même temps de retrouver certains éléments, de découvrir plus ou moins le secret de sa mère. Enfin bref, bon, c'est un peu brouillon dit comme ça, mais c'est très contemplatif surtout. C'est surtout ça qu'il faut retenir en fait de ce manga-là. Ça c'est un craquage, c'est l'un des très rares achats que j'ai réalisé parce qu'il faut pas croire, à part les mangas d'occasion, ça et en gros une box livresque pour laquelle je suis abonnée, j'ai rien acheté. Donc franchement, cet été j'ai été extrêmement raisonnable. Mais lors d'un voyage à l'étranger, j'ai craqué en fait parce que j'aimais bien aller dans les librairies pour voir un peu. Et j'avais vu plusieurs fois ces éditions-là magnifiques des éditions Pingouin qui en fait met en page de très beaux classiques en fait. Et là j'ai craqué, j'ai pris Léo de Hurlevent, donc en anglais bien évidemment. Et voilà, je sais pas, je le trouve magnifique. Ça coûte un peu un rein, hein, ça m'a coûté l'équivalent de 23 €. Mais voilà, je sais pas, j'aime bien, je trouve ça beau. Puis j'aime bien aussi la mise en page. Il y a pas trop, j'aime pas en fait quand les marges sont ultra larges dans les bouquins. Là, c'est assez réduit. Et en même temps, la police est belle sans être petite. Enfin bref, j'ai bien aimé. Je me suis dit, allez, ce sera un bel objet livre à avoir. Et puis en même temps, ça va me pousser à enfin lire ce classique-là. J'ai reçu ce roman, Le secret des Devril. C'est un tome 1. Alors, je crois, là-bas je pensais que c'était une trilogie, en fait c'est peut-être pas une trilogie, en fait il y a peut-être 4 tomes, enfin bref je suis pas sûre, mais en tout cas il y a au moins 3 tomes pour sûr. Le tome 2 d'ailleurs sera publié en décembre si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, tome 1, Fille d'Irlande, écrit par Santa Montefiore et c'est publié aux éditions Verso, qui est un label Seuil. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je l'ai déjà lu et que je vais vous en parler dans le bilan lecture de la suite de mes lectures de cet été. J'ai adoré. Bref, en fait, c'est un roman historique qui se déroule en Irlande. Alors, bien sûr, c'est à l'époque, c'est-à-dire avant qu'il y ait la partition de l'Irlande. On a eu d'un côté l'Irlande du Nord, d'un côté la République d'Irlande. Donc, forcément, vous vous doutez, il va y avoir de grosses tensions, des conflits entre justement les protestants, les catholiques, hein, donc les républicains et les loyalistes, etc., etc. Et donc au milieu de tout ça, on est vraiment au tout début des années 1900.
on suit Kitty, qui est une anglo-irlandaise. Donc elle est un peu... elle est justement, elle représente ces gens qui... ont certes du sang anglais en eux, mais se sentent en fait surtout irlandais parce qu'ils ont vécu quasiment toute leur vie ou toute leur vie en Irlande. Et donc ils sont un peu déchirés entre eux, au milieu de justement tous ces conflits-là parce qu'ils ont envie d'être acceptés par les Irlandais, mais en même temps des Irlandais les rejettent parce qu'ils se disent mais t'as pas vraiment t'as pas que du sang irlandais, t'as du sang anglais donc t'es un peu en traite. Donc Kitty est un peu tiraillée par tout ça, et puis c'est une fille un peu, comment dire, pour l'époque elle se démarque énormément parce que elle adore faire du cheval, partir à l'aventure, enfin, elle répond beaucoup, vraiment, elle ne répond pas du tout aux exigences de l'époque où la femme doit apprendre à faire du piano, s'éduquer, être toute propre, être toute polie, et un peu soumise. Elle, pas du tout, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle entretient une relation très compliquée, notamment avec sa mère, même s'il y a d'autres raisons pour ça. Mais donc on va suivre Kitty, mais en même temps pas que Kitty, on va aussi suivre Bridie, donc une servante pour la famille des Devril, donc Devril qui est la famille de Kitty, et qui donc est irlandaise, et donc on va avoir ce point de vue là aussi qui va permettre en fait de voir et de comparer en fait les différentes situations de jeunes femmes qui ne font pas forcément partie de la même classe sociale. Je vais pas vous en dire plus. Enfin, le dernier roman que j'ai acheté, mais en fait c'est donc la box Fairyloot que vous connaissez peut-être. Là, j'ai celui du mois d'août qui est en train d'arriver, donc bon, au pire, je le présenterai au mois de septembre. Mais donc, j'ai reçu Sleep Like Death de Kalynn Bayron, je prononce la française, aux éditions Bloomsbury, mais en même temps, c'est en partenariat avec Fairyloot. Donc, un très bel objet livre, hein, en soi, magnifique. C'est une réécriture. Là, bon, on a les petits marque-pages, les petites cartes, tout ça. Je vous montre juste très rapidement l'objet livre. Déjà, la jaquette est réversible. Voilà. Parfois, j'adore les bouquins de Fairyloot et parfois, je les trouve vraiment moches. Enfin, j'aime pas du tout les illustrations. Je trouve ça très enfantin ou autre. Enfin, je sais pas. Mais là, ça va. J'aime bien. Je connais pas trop les détails du bouquin parce que j'ai pas envie de faire spoiler parce que comme c'est une réécriture, j'ai pas envie déjà d'avoir tous les éléments de l'histoire et donc en quoi c'est une réécriture, en quoi c'est différent. Mais vous l'aurez probablement deviné à la pomme, c'est une réécriture sur Blanche-Neige. Donc, à voir ce que ça va donner. Cet auteur-là avait écrit également, mais je l'ai pas lu du tout, une réécriture déjà sur Cendrillon. Donc faut croire que c'est un peu son truc, les réécritures. On verra ce que ça donne. Après, je vais pas vous mentir, c'est pas une lecture qui est prévue pour prochainement. Et maintenant, on va terminer avec les SP. Alors, hop là, très rapidement, celui-ci que j'avais reçu de la part de Babelio et des maisons d'édition dans le cadre d'une masse critique. Communisme et nationalisme dans l'architecture du bloc de l'Est, ruine de l'universel, écrit par Georgi Stanichev aux éditions Métis Presse. Voilà, c'est un ouvrage, pour moi c'est même pas un roman, c'est un ouvrage d'histoire, voire même sociologique, qui traite en fait de l'architecture dans le bloc de l'Est, comment ça a été justement utilisé pour faire la propagande du communisme dans l'Union soviétique et dans ces pays-là qui n'avaient pas d'autre choix que d'être communistes aussi à leur tour, quoi. Ensuite, j'ai reçu, et pareil, je vais pas trop donner de détails parce que je l'ai déjà lu et donc je vais vous en parler dans le prochain bilan lecture. Mais là, c'est dans le cadre d'une masse critique privilégiée, Que brûle la nuit d'Arthur Deras aux éditions Robert Laffont. En fait, voilà, un amour étudiant, fête et défaite, c'est un peu ça le résumé. On suit Victor et Fleur, qui sont deux étudiants, qui habitent à Lille. Alors lui vient du coin, hein, c'est un citadin, mais Fleur, elle vient de la campagne, de la Loire plus précisément, mais pour ses études, pour devenir professeur des écoles, elle a dû aller à Lille. Bon. Ils vont se rencontrer et ils vont tomber amoureux, ce qui est un peu étonnant parce que Victor, comment vous dire, c'est un homme qui enchaîne les conquêtes, mais juste les coups d'un soir, il ne veut surtout pas se mettre en couple. Lui, il fait le fier, il fait le bonhomme qui ne tombe jamais amoureux, qui est plutôt du genre à briser le cœur des femmes. Et puis surtout, avec ses meilleurs amis, Léopold et Jules, ils passent quasiment toute leur soirée à aller boire, mais jusqu'à en être ivre-mort et à se droguer. Voilà, ce sont des hommes de la nuit qui font un peu des petits concours entre eux de qui est le plus viril, qui est le plus ci, ça, enfin bref. On juge pas, peu importe, mais voilà, on a Victor qui est comme ça et Fleur qui est un peu l'opposé, c'est-à-dire qu'elle est plutôt une femme de la journée, qui est très sérieuse, studieuse, un peu
un peu conservatrice, mi-traditionnaliste, on pourrait se dire, puisque voilà, elle a un peu ses petits rêves de l'époque, voilà, potentiellement devenir mère après. Enfin, elle est rien à voir en fait avec Victor, mais on ne sait pas pourquoi, ces deux tombent amoureux. En vrai, il y a des explications pourquoi, enfin bref, mais je vais pas vous spoiler l'histoire. Mais bon, ils tombent amoureux. Au début, c'est la passion, ça se passe assez bien, parce qu'en vrai, il y a déjà des choses qui vont pas trop, notamment le comportement de Victor, qui peut être très cassant, voire même un peu violent verbalement, selon s'il est de bonne humeur, pas de bonne humeur, qu'il a beaucoup bu, pas beaucoup bu. Et puis après, la passion, c'est filoche. La flamme s'amincit, mais non, le feu en Victor brûle de plus en plus fort, et ça va être la descente aux enfers en fait pour Fleur, tout simplement. Et on termine avec 2 tomes que j'ai reçus dans le cadre donc toujours d'un SP. En plus, ils ont été dédicacés, donnés avec des marque-pages et tout, c'est trop mignon. J'ai reçu donc de la part de l'auteur Elie Barbati le tome 2 de Space Nova qui s'intitule La Lune de Cendre, et le tome 3, L'œil du cyclone. J'avais lu il n'y a pas si longtemps que ça le tome 1, je vais vous mettre pareil le lien vers la vidéo où je vous en parle. J'avais beaucoup aimé, et donc bah, l'auteur m'a gentiment envoyé la suite pour que je la lise. Le tome 2, clairement, je prévois de le lire soit en septembre, genre mi-septembre, fin septembre, sinon en octobre. Et le tome 3, selon comment j'ai aimé le tome 2, et si j'ai vraiment envie de continuer vite, soit je le lirai courant décembre, sinon en janvier. Mais pour faire un très bref résumé très rapide, Space Nova, c'est de la SF, du space opéra et un peu de thriller. Voilà. On a des humains qui clairement ne vivent plus du tout sur la Terre est inhabitable, hein, et ils ont donc colonisé d'autres planètes, et là en fait on se retrouve sur une colonie, donc un vaisseau spatial où il y a plus de 200 000 colons justement, qui se dirige justement vers une future planète à coloniser. Sauf que bah, la colonie se fait décimer tout simplement par une créature. Alors on sait pas, est-ce que c'est un extraterrestre, est-ce que c'est une création de l'homme ou de je ne sais quoi, enfin bref. Et on a nos personnages qui se trouvent au milieu de tout ça, et après il se passe plein de choses, je vais pas spoiler, si vous voulez en savoir plus, de toute façon je vous invite à aller voir la vidéo, j'en parlerai beaucoup mieux, avec plus de détails sans trop forcément spoiler. Mais en tout cas, j'ai très hâte de lire la suite. C'est encore des beaux gros pavés, mais je vais pas me plaindre, parce que si c'est aussi bon, et voire même encore mieux que le tome 1, je vais vraiment passer un excellent moment. Ça y est, c'est donc la fin de ce book haul. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si certains de ces romans sont dans votre wishlist, ou est-ce que vous en avez déjà lu certains, ou est-ce que vous comptez en lire prochainement. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai été très raisonnable ce mois-ci en termes d'achat. Il y a quasiment rien du tout. Enfin, en juillet et en août, parce que là je vous présente juillet et août regroupés. Donc bon. Voilà, mais je compte continuer sur cette lancée-là de vraiment acheter très peu de romans. En attendant donc de se revoir, portez-vous bien et à très bientôt.